Tribune Presse, deuxième numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous savoir encore très nombreux à suivre cette émission axée sur les débats autour des grandes questions d'actualité. Nous revenons aujourd'hui pour commenter cette incursion rwandaise, on doit les dire comme ça. Vous avez appris depuis quelques heures, les rebelles M23 ont refait surface, ils ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi également la réaction du porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu qui a condamné cette attaque et qui a pointé du doigt les Rwandais comme responsables de cette attaque qui a visé les positions des FRDC au niveau des Rutshuru. Et ici à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a aussi haussé les tons pour condamner cette attaque, et à travers l'opinion, il y a aussi des voix qui s'élèvent pour condamner cette attaque. Mais il ne faut pas aussi oublier, côté rwandais, on nie les événements, les Rwandais ne reconnaissent pas ce qui s'est passé ici en République démocratique du Congo, en dépit de l'arrestation de ces deux officiers de l'armée par notre armée nationale. On va essayer de revenir sur cette question. Il y a pas mal de commentaires qui vont dans ce sens. On va aussi aborder la question de l'examen de la pétition contre les ministres de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba. C'est prévu pour ce mercredi au niveau de la chambre basse du Parlement. Est-ce que le ministre va-t-il s'en sortir? On en parle au cours de cette émission. Deux invités sont sur ce plateau. Les premiers est de l'opposition. Lui, c'est M. Augustin Bissimois, secrétaire général du parti politique Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC en sigle. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment allez-vous? Nous allons très bien, merci. Alors, je suis attiré par le nom même de votre parti politique, Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Pourquoi vous insistez sur le vrai changement? Bien, je crois que dans peu de temps, pour chercher à expliquer pourquoi vrai changement, c'est parce qu'en réalité, beaucoup de partis politiques que nous avons connus dans ce pays avaient toujours promis les changements. Mais du coup, lorsqu'ils sont au pouvoir, les changements n'arrivent pas. Et tout cela parce qu'ils ont fait un très mauvais diagnostic des mots qui gangrènent la République. Parce qu'un bon médecin, c'est celui qui arrive d'abord à présenter un diagnostic adéquat afin de pouvoir, n'est-ce pas, proposer, n'est-ce pas, des actions curatives qui sont à la hauteur. Et lorsqu'on dit à la population que le problème du pays, c'est l'emploi, c'est les routes, c'est de l'eau, pas de l'esprit, c'est faux en fait, c'est pas ça le vrai problème. Ça, c'est des conséquences, des vrais problèmes qu'il faut identifier pour arriver, n'est-ce pas, à y trouver des solutions. Au niveau du MDVC, tout ce que les autres présentent comme problème pour nous, c'est des faux problèmes, c'est des conséquences des vrais problèmes. Et donc, prochainement, on va en parler, mais le premier problème d'abord, c'est le problème d'homme. Il faut arriver d'abord à réformer l'homme, parce que l'homme, il est au centre de tout. L'homme, il est au centre, n'est-ce pas, de tout. Comme on le dit en économie, que l'homme est un acteur important, un facteur important du développement. Parce que lorsqu'on parle du détournement, c'est autour de l'homme que tout se passe. Lorsqu'on parle de la corruption, c'est l'homme qui corrompt, c'est l'homme qui est corrompu. Lorsqu'on parle du clientélisme, du tribalisme, tout ça, c'est l'homme qui est au centre de tout. Et donc, il faut arriver à travailler là-dessus, n'est-ce pas, à avoir l'homme qu'il faut. Très bien. Vous avez soulevé un point très capital. Beaucoup des partis politiques au Congo ont promis le changement, mais une fois au pouvoir, rien ne s'est opéré. Mais qu'est-ce qui garantit aux Congolais aujourd'hui que votre parti, une fois au pouvoir, vous ferez mieux que tous ces partis qui ont promis le changement, mais qui ne l'ont jamais matérialisé? Bon, il faut plutôt savoir qu'est-ce qui a convaincu, parce que déjà nous avons convaincu. Et au stade actuel, le MDVC fait partie de ces partis-là qui sont en train de parler d'eux-mêmes. Et pour vous y prendre, le parti qui va diriger le pays en 2023, il s'agit là du MDVC. Et donc, ce qui convainc, c'est parce que, en vérité, n'en déplaise, parce que dans les temps, il y a de cette population-là qui suivait des miettes, mais nous sommes en train de travailler sur cet axe de manière à ce qu'il arrive d'abord que nous puissions montrer à la population qu'il faut suivre les projets des sociétés. Très bien. Il faut suivre la vision. Et nous, la vision, c'est quoi? C'est de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Cette vision du MDVC avec son président national, le professeur Justin Modekereza. Et donc, il est pratiquement invisible.
Non, mais Il ne se prononce pratiquement jamais. C'est peut-être vous qui ne le voyez pas, mais il est là, il n'est pas invisible. Il est visible, il existe et il travaille pour la République. Et Très donc, bien. Voilà un peu la vision, c'est de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Très bien. C'est pas comme la vision, on vous dit, Union sacrée, voilà tout ça. On va en arriver. Alors, vous rencontrez sur ce plateau un analyste politique indépendant. Lui, c'est Monsieur David Kalonji. Bienvenue. Merci bien. Comment allez-vous? Parfaitement bien. Est-ce qu'on peut être indépendant et en même temps avoir un penchant pour un camp politique? Je ne pense pas. Mais il est vrai que nous sommes en train de rechercher beaucoup plus la patrie. Et tout ce qui entre dans la grandeur de la patrie, rien à faire, nous rassemble tous. Donc, autrement dit, ce qu'il faut mettre à l'avant-plan, c'est d'abord la patrie. Et par conséquent, les partis politiques naissent en recherchant beaucoup plus la patrie. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une réalité telle que les partis politiques, auxquels moi, personnellement, je ne crois plus jamais, les partis politiques ne sont que des vendeurs des illusions. Pour preuve, depuis 1960, nous avons des partis politiques, mais jamais le pays a démarré. Par contre, on a vu qu'il faut croire aujourd'hui dans les individus. Il y a des personnes qui sont de l'ordinaire et qui sont de véritables patriotes et qui arrivent justement à rencontrer la préoccupation de la patrie. C'est quoi, par exemple, aujourd'hui? Refonder l'homme. Aujourd'hui, resocialiser l'homme. Et nous avons compris l'impression qu'aujourd'hui, il y a, en tout cas, ce déclic, il y a ce type d'homme, parce que nous étions hier dans une difficulté, celle qui reposait sur la faillite de l'État, il y avait l'absence de l'homme, mais aujourd'hui, un homme providentiel est arrivé. C'est-à-dire... Ah, aujourd'hui, il y a un homme providentiel qui est arrivé. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, si ce n'est pas, par exemple, que on a vu dans ce pays, il ne faut pas inventer la roue, mais il faut se mettre au travail, tout simplement. Prenons les cas, par exemple, des enfants que nous-mêmes, nous avions oubliés à gérer. Finalement, ils ont pris le chemin de la route, de la rue. Ils sont nés dans de marchés, pour les appeler de petits moineaux. Ils ont grandi, ils sont devenus de Chege, et puis enfin de Kuluna. C'est devenu une armée dans une armée. Ils ont menacé l'existence d'un État. Et puis, l'irresponsabilité de ceux qui étaient les véritables gestionnaires du pouvoir, ils ont fini par prendre la décision de les tuer. Et vous avez connu ici, dans ce pays, il y avait l'opération Likofi 1, Likofi 2, on a tué nos propres enfants que nous avons oubliés parce que nous étions de véritables mauvais gestionnaires de la chose de l'État. Mais aujourd'hui, quelqu'un d'autre est arrivé, en lieu et place, il a donné une autre vision. La vision, c'est de resocialiser l'homme. Reprendre ce Chege, le retourner, et aujourd'hui, on l'a remis au travail, il a commencé à produire, autrement dit, la machine du changement est déjà là. Et voilà, là où nous osons croire que la machine, effectivement, du changement est déjà là avec quelqu'un qui est providentiel. C'est en tout cas le chef de l'État. Très bien, vous gardez la parole pour ces premiers termes de l'émission. L'attaque rebelle des M23 contre l'opposition des forces armées de la République démocratique du Congo. En tout cas, on avait oublié cette histoire des M23, mais il y a quelques heures, nous apprenons que ce mouvement rebelle a refait surface, et comme ça, il a commencé à attaquer les positions, disons, de nos forces loyales. Comment vous analysez aujourd'hui cette question? Est-ce que le président de la République, qui nous a fait croire que la diplomatie était plus forte, doit-il continuer encore à marcher sur les pas de la diplomatie, ou on doit aussi sentir une sorte de réplique de la part de la République démocratique du Congo? Je pense qu'il ne faut pas exagérer. Ce que certains, c'est qu'on ne peut pas accepter une agression comme c'est le cas. Mais laissez-moi vous le dire, parfois on amplifie un peu trop les choses. Ce sont des faits tout à fait isolés. Effectivement, c'est les Rwandais qui les font, mais ils sont en mal. C'est l'affaire, attendez, c'est l'affaire d'un petit groupe de gens qui étaient habitués à venir voler
et aujourd'hui on les a traqués jusque dans le dernier retranchement. Nous avons déjà en tout cas toute une force armée qui est de ce côté-là, qui est en train d'œuvrer. Mais écoutez, on a affaire sans doute, oui, à des personnes qui n'ont envie que nos richesses et qui posent des actes, mais qu'en principe, le dessus par la diplomatie aujourd'hui a montré ses preuves. S'il faut mettre les choses sous balance par rapport à qu'est-ce qui est fait, y a-t-il des avancées significatives par rapport à ce que fut hier cette rébellion, il y a lieu de reconnaître qu'il y a des avancées significatives sur le plan diplomatique. Le Congolais est en train de se retrouver. Donc, nous devons encore une fois de plus redynamiser le côté diplomatie, parce qu'il est agissant, c'est en fait, il agit très fort, et nous devons nécessairement poser des questions pour que, en tout cas, le Rwanda nous explique qu'est-ce que cela veut dire. Et il est certain qu'on ne va pas faiblir, parce que sur le terrain, nous sommes là, et nous devons nécessairement retrancher ses ennemis jusqu'au dernier. Mais est-ce que la diplomatie à elle seule suffit pour apporter des solutions concrètes à ces problèmes de guerre qui datent de plusieurs années? Il y a mort d'hommes. Écoutez, il faut comprendre une chose, que dans cette rébellion, il y a à manger et à boire. C'est d'abord une guerre qui est le plus transportée par certains dignes fils de ce pays qui veulent voler la nation, qui ne sont pas des patriotes et qui se cachent derrière cette rébellion. Parce que officiellement, vous ne verrez pas vraiment le Rwanda vous dire qu'effectivement, je suis en train d'attaquer le Congo. C'est que ce sont les nôtres qui sont à mal par rapport à tout ce qu'on a déjà déclenché, comme par exemple le machine du développement, qui soit les élections d'une part, et qui soit la promotion de la démocratie qui a vu le jour déjà depuis un bon bout de temps, et ils se sentent en mal, et ils vous reviennent de cette manière-là. Ce qui reste, c'est qu'il faut maintenant encore, une fois de plus, agir, se réunir autour de l'idée nationale pour bouter dehors ses ennemis. Augustin Bissimois, je crois que c'était dimanche, on a vu comme ça plus de 400 éléments Codeco se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo. Puis lundi, c'est des M23 qui attaquent les FRDC. Est-ce qu'il y a-t-il lien entre les deux événements? Bon, d'entrée de jeu, permettez au MDVC de pouvoir condamner fermement ces attaques. Parce que nous pensons que c'est trop. Ça n'est de trop à partir du moment où certains pays voisins continuent à croire que nous étions, n'est-ce pas, un champ de patates, où il faut marcher à tout moment, considérer comme c'était une famille qui n'a pas de père. Nous pensons que cela doit cesser lorsqu'il faudra refonder l'État. Et je vais d'abord placer un mot par rapport à Tatou Kalonji. Et vous savez, j'ai aimé quand il dit qu'il est déçu des partis politiques. Franchement. Et je me dis, le nôtre ne fait pas partie parce qu'il n'a qu'une année. Et donc, il est déçu de tous ces partis-là qui ont existé jadis. Et même ceux-là, imaginez-vous que même 3 ans après que l'UDPS est au pouvoir, Kalonji ne trouve rien du parti. Je partage son avis parce que franchement, il faut des partis politiques qui arrivent n'est-ce pas, à satisfaire la population congolaise. Et lorsqu'il parle des normes qu'on a trouvées, je constate... L'homme providentiel. Voilà, je constate que l'homme providentiel, oui, il est là. Je le soutiens parce qu'en vérité, pour une fois, notre pays a trouvé un chef de l'État qui a la volonté de mieux faire. Mais malheureusement pour la République, le vouloir faire seul ne suffit pas pour diriger un État. Il y a 3 aspects. Il faut le vouloir faire. Notre chef de l'État, il en a. Il y a le pouvoir faire, il n'en a pas. Il y a le savoir faire, il n'en a pas. Et c'est dangereux pour la République. Et nous pensons que le peuple est en train de préparer à s'assumer en conséquence en 2023. S'agissant de la question de cette attaque, je crois que le peuple congolais va se rappeler que depuis un certain temps, Monsieur le Président de la République est en partenariat privilégié, c'est comme ça qu'on l'appelle, partenariat privilégié avec les Rwandais. Et donc, il n'y a que les deux qui comprennent l'essence de ces privilèges qu'on accorde à ces partenariats. Il n'y a que les deux. Et nous, au niveau du MDVC, nous avons demandé plusieurs fois que l'on nous explique en réalité quel est le contenu des accords ou du partenariat privilégié entre le président de la République et
le président Kagame. On n'a jamais réussi à nous prouver cela. Mais cependant, lorsque vous êtes en partenariat privilégié et qu'à tout moment, votre partenaire vous piétine dessus, eh ben, ça appelle, n'est-ce pas, à réflexion. Et donc, nous, aujourd'hui, peuple congolais, nous sommes en train de nous poser des questions. Parce que, tenez, il n'y a pas longtemps, l'on nous a dit que Kagame était un frère de ceux qui dirigent. Il n'y a pas longtemps qu'on les a qualifiés d'ennemis. Je concède ça parce que l'on va nous dire que ça fait partie des termes diplomatiques. Je concède. Mais entre-temps, Kagame, lui, ne voit pas tout ça parce que ce qui compte, ce n'est pas, n'est-ce pas, les relations, c'est d'abord les intérêts. Et donc, à partir du moment où vous marquez des faiblesses, eh bien, les autres vous suivent. Parce qu'au fait, Dieu a fait que nous ayons un État, un pays, au fait, béni, avec toutes les potentialités possibles. Eh bien, à partir du moment où nous avons été incapables de les protéger, nous avons été incapables, n'est-ce pas, de pouvoir les transformer, les autres se disent, écoutez, c'est l'occasion. Parce que dans l'évolution mondiale, il y en a qui vous disent que la guerre, c'est du business. Mais si nous n'avons pas compris cela, eh bien, pendant l'état de siège, nous avons une armée forte, évidemment, mais malheureusement, les attitudes dans la gouvernance disent autre chose. Pendant qu'ils sont au front, c'est le moment que vous leur dites, écoutez, serrez la ceinture, Makila Pona Ekolo, battez-vous pour la République. Entre-temps, vous décaissez, je dis bien, 27 millions de dollars pour acheter les jeeps aux députés. Eh bien, ceux-là à qui vous demandez de serrer la ceinture, ils vous suivent. Ils vous suivent, ils vous observent. Pas plus loin que la fois passée, avec ces fameux projets de 145 territoires que je soutiens en passant, vous avez invité à Kinshasa, les amis ici, 26 assemblées provinciales. Les députés sont venus à Kinshasa dans une réunion et cette réunion a coûté à la République plus de 5 millions de dollars. Vous vous rendez compte? Entre-temps, vous vous rendez compte? Mais déjà au niveau de l'état de siège, ça piétine parce qu'il y a un problème logistique, il y a un problème de la prise en charge. Et les autres vous suivent. Parce que lorsqu'ils sentent que vous organisez très mal, et d'ailleurs le gouverneur, n'est-ce pas, d'une province rwandaise l'a dit. Il a dit qu'ils ne peuvent pas assumer l'incapacité. C'est ce que moi j'étais tellement touché par ces communiqués. Et nous pensons que à travers ces communiqués, si nous avions un État fort, on aurait dit expulser l'ambassadeur rwandais qui est au Congo. Parce qu'il dit que... Il serait convoqué aujourd'hui au niveau des affaires étrangères. Absolument. Parce que le gouverneur dit quoi? Le gouverneur d'une province, là, c'est pas moi, j'ai oublié les noms. Il dit qu'ils ne peuvent pas toujours mettre au dos du Rwanda leur incapacité. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et donc, nous n'allons pas lui donner le crédit. Parce que sincèrement, c'est un pays qui a beaucoup blagué et qui a constaté sincèrement que, on est très mal dirigé, comme il a dit, je le soutiens. Parce qu'en vérité, c'est un analyste qui, par moment, il voit les choses correctement. Il a des lunettes vraiment politiques. Lorsqu'on sent qu'on a des dirigeants qui ne tiennent pas debout, eh bien, les autres vont piétiner sur vous et voilà, nous allons regretter. Et donc, voilà à quel niveau je me dis sincèrement, les liens qu'il faut faire avec Codeco. Ça faisait longtemps qu'on a mis en place d'ailleurs les gens qui allaient chercher à tout prix à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, des démobilisations. Qu'est-ce que Codeco a fait? Il les a pris en otage. Codeco les a gardés pendant beaucoup de temps. Mais ces gens-là, qui ont tué, vous n'avez pas été... Parce qu'au fait, vous avez dit que lorsque la diplomatie échoue, qu'est-ce qu'on fait? Utiliser les armes. Mais nous avons utilisé les armes contre Codeco. On n'a pas été en mesure. Et du coup, on s'est dit, on n'a pas de choix. On revient encore sur la diplomatie. Ah oui, revenons sur la diplomatie. Avec des puissances, discutons, amenons Codeco, qu'ils intègrent l'armée. Et c'est ce qui se passe. Et donc, nous ne connaissons pas Codeco là. Est-ce qu'on a identifié s'il n'y a pas des étrangers? On n'a pas identifié. C'est encore ce qu'on a fait par rapport au Santiti, où on demande à ce que Robert amène ses militaires, Bemba amène ses militaires. Entre-temps, il y en avait qui étaient étrangers. Et aujourd'hui, nous avons une armée infiltrée. Alors, qu'est-ce qui vous dit que tous ces fils-là et filles de Codeco qui ont intégré les FARDC, à quelle occasion on a pu identifier, recenser pour savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Parce que tout cela intègre les FARDC pour nous contrôler et à tout moment donner des informations à temps réel aux étrangers. Voilà un peu là où nous avons... Très bien, Monsieur David, le président a un partenariat privilégié avec les Rwandais, l'état des sièges, ça piétine pour l'opposition et pendant ce temps, c'est les Rwandais qui rejettent en bloc les accusations formulées par notre gouvernement contre lui.
Qu'est-ce que vous en dites? Je me dis quelque part qu'il faut qu'on dise des choses clairement, qu'on arrive à identifier le mal. C'est important. Je suis très choqué, j'aimerais bien justement qu'on arrive d'abord à nous harmoniser sur un point de vue. C'est le point de vue quand je dis par exemple que les partis politiques vendent des illusions. C'est en fait. Dans ce pays, on n'a connu que 2 partis politiques. C'était l'UDPS et le NPR. Et depuis lors, jusqu'à l'avènement d'hier, quand Félix a pris le pouvoir, l'UDPS n'avait jamais géré le pays. Mais le pays s'était sérieusement enfoncé dans la vie. Il faut reconnaître que en 1965, pour ceux qui ont vraiment la mémoire, Mobutu a pris le pouvoir pour une raison. Et cette raison était en train justement de se représenter sur un autre aspect, c'était la rébellion. En 1965, c'était une rébellion qui était en proie et Mobutu a pris le pouvoir parce que il avait dit qu'il ne voulait pas que le pays soit en mesure de prendre le chemin de l'endettement. Parce qu'on estimait que le pays était un pays fort, une grande puissance en Afrique centrale et pouvait faire mieux. L'UDPS, depuis 1965 jusqu'à hier, n'avait pas géré le pouvoir. Autrement dit, tous ceux qui sont nés pendant que l'UDPS avait constaté que Mobutu avait pris le chemin de la destruction du pays, se sont retrouvés dans l'UDPS. Donc la renaissance de l'État, la patrie, était dans l'UDPS. Et l'UDPS a pris le pouvoir hier. À ce jour, il faut peut-être qu'on arrive à mettre le point sur le i, pour qu'on comprenne que la part des responsabilités, elle repose beaucoup plus sur l'absence totale du patriotisme. On ne peut pas être un parti politique, mais être totalement dépourvu d'une notion patriotique. Très bien, ça on a compris. Ça, c'est en fait. Donc, autrement dit, l'UDPS peut épargner. Et c'est le seul parti politique, parce que tous les autres ne sont que des vendeurs des illusions. Excepté l'UDPS. Laisse-moi vous le dire, parce qu'aujourd'hui, il est au pouvoir, et en étant au pouvoir, je ne suis pas en train, justement, de défendre l'UDPS. Ce n'est pas une émission de bilan. Ah non, je ne suis pas en train de faire le bilan, mais je me dis quelque part qu'il faut qu'on se mette d'accord. Il a commencé à gérer le pays 3 ans durant. C'était un mariage forcé parce que finalement, on n'avait pas gagné les élections à la majorité écrasante. Et pendant les 3 ans, c'était la gâchis totale. Autrement dit, la présence de la fibre patriotique n'était pas dedans. Comment voulez-vous aujourd'hui, par exemple, quand on se dit « allons-y tous parce que nous devons sauver la nation » et que tout le monde se retrouve à l'unisson et on marque le pas, on constate curieusement qu'il y a l'absence de certains patriotes parce qu'il y a beaucoup à faire. Autrement dit, je dirais que le chef de l'État sortant aurait pu se retrouver d'abord derrière les Dolola et Lopa pour d'abord marquer l'unité nationale. Qu'on n'a pas pu. Donc, autrement dit, si aujourd'hui il faut revenir sur la question que tu as posée, c'est celle de... Partenariat privilégié avec les Rwandais, état des sièges, ça piétine, et les Rwandais qui rejettent partenariat, non, écoutez, il faut d'abord se mettre dans la logique du chef de l'État qui a voulu justement proposer aux Rwandais que ça ne sert à rien de se tirailler. D'autant plus qu'il faut mettre sur pied une diplomatie agissante et nous allons dans un marché gagnant-gagnant. Autrement dit, aujourd'hui, nous sommes plus présents dans les Rwandais de par les accords qu'il a passés avec le Rwanda. Mais laisse-moi vous le dire, il y a des aigris tout autour. C'est en fait. Et il ne faut pas s'attendre à ce que aujourd'hui les choses s'arrêtent d'un coup. Parce que, à long terme, Kagame n'est plus le Kagame d'hier. Sur le plan diplomatique aujourd'hui, le chef de l'État l'a réduit. Il est tout à fait normal que... Vous le pensez? Je crois, vous pensez que Paul Kagame est réduit? Parce que de l'intérieur... Attendez, je prends les cas par exemple. Hier, c'était quoi? C'était piller le Congo, gagner en désordre. Or, en proposant ce marché, est-ce qu'il a arrêté de le faire? Les Congos gagnent et dans l'entretemps, au niveau interne, la population rwandaise se retrouve dans ce qui se passe maintenant dans l'esprit des accords. Autrement dit, une frange de rébellion de l'opposition commence à agir au sein du Rwanda et vous allez entendre demain qu'il y aura des réactions dans la gestion du peuple rwandais. C'est déjà ça un acquis.
pour la diplomatie qui est agissante, et celle-ci, elle n'est venue qu'avec Très bien. Félix. Autrement dit, c'est un fait qui est arrivé effectivement, mais on ne se pose pas la question de savoir nos forces armées qui sont au front. Comment s'y prennent-ils avec ce dernier? Les prouesses qu'ils sont en train de réaliser. On en parle moins dans ce pays. Autrement dit, il y a l'absence justement de rechercher la vraie information. On gonfle plus l'affaire de 2 militaires rwandais par rapport à la force de frappe qui a réagi sur place. Or, on aurait préféré justement que le peuple congolais se retrouve dans l'action militaire qui a été foudroyante. On a parlé de 2, mais la réaction du gouvernement congolais, on en parle moins. Voilà les grands problèmes. Alors, à ces jours, quelle est la réponse que la RDC doit apporter face à cette question? La réponse, c'est d'abord... À tous les niveaux, diplomatiques, politiques. Au niveau politique, il faut vous dire qu'il faut agir en responsable. C'est-à-dire quoi? Le vrai problème qui se pose dans l'histoire de la guerre, il est connu. Nos députés ne sont pas défenseurs de la patrie, ils sont en train d'alimenter les rébellions. Il faut les dénoncer. Et il faut justement aujourd'hui pousser le chef de l'État à prendre suffisamment ses responsabilités, c'est-à-dire que sauver la patrie et la sauver, moi je pense qu'il faut faire une purge. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, qui va encore le plus régler ce problème, c'est notamment de retourner le chef de l'État auprès du souverain primaire par les élections, afin qu'on lui donne la majorité écrasante et qu'il s'en débarrasse de tout ce qu'il y a comme par exemple, non, ces prétendus députés qui n'ont pour la vendre que la nation congolaise. C'est quoi les liens entre la réponse à une guerre et la réélection d'un président de la République? Parce que justement, il faut élaguer ceux qui ne sont pas des Congolais, mais qui ont élu domicile dans les institutions et qui ne vendent que la nation congolaise en jouant les faux jeux, qui ne sont pas des véritables Congolais. Les traîtres, ils sont au gouvernement. Donc d'abord, il faut une action politique au sein, qu'on fasse un nettoyage. Et pour y arriver, il faut retourner au souverain primaire pour que celui-ci arrive à départager les choses. Ce sont ceux-là qui sont à la base aujourd'hui d'une vie totalement perdue de la part du peuple congolais. Le gâchis que nous avons aujourd'hui, la misère que nous avons, c'est la mauvaise gestion des politiques. Regardez, je prends un fait encore très important. Vous avez appris il n'y a pas très longtemps que le chef de l'État, il met les moyens nécessaires pour pouvoir mettre en marche les territoires. Dans la province, par exemple, du Sankoro. Laissez-moi vous le dire, il y a un deal entre les parlementaires avec ceux qui sont les exécutifs pour faire partir toujours les gouvernements et dans l'entretemps, les 500 000, les gens se les partagent. Voilà des actes qui ne sont pas du tout patriotiques. Je me dis quelque part, devant cette réalité, il y a la traîtrise, il faut faire un nettoyage du côté politique et puis en plus, il faut, à un certain moment donné, mettre les gens devant une certaine responsabilité. C'est notamment qu'il faut parler de la traîtrise. Quand on a trahi la nation, qu'est-ce que la loi dit? Trahir la nation, ça a un prix qu'il faut. Et il faut mettre ça en application. C'est important. On a le plus badiné avec la patrie depuis un bon bout de temps. Et il serait mieux aujourd'hui qu'on la réhabilite par l'exercice de mettre à jour la mise en application des lois de la République. Très bien, David a soulevé un point que j'estime capital. Il a évoqué la question de la traîtrise au sein de notre armée. Il y a beaucoup de rapports qui pointent du doigt nos généraux, nos officiers de l'armée comme étant responsables d'une certaine complicité. Ils sont responsables de la traîtrise observée au sein de l'armée. Le président lui-même récemment, lorsqu'il a effectué une visite, je crois, à Béni, il s'est rendu compte qu'au niveau de l'armée, il y avait de la magouille. Ici, il y a même des généraux qui ont été suspendus pendant un moment pour complicité. Est-ce que la théorie de la traîtrise se confirme-t-elle à ces jours? Bien, d'entrée de jeu, je voudrais qu'on consomme local. Le nom David, c'est un nom importé, comme le nom Augustin. Consommons local. Moi, c'est Bissimo. Lui, c'est Kalonji. Il faut qu'on consomme local. C'est important même que le public sache ça, que nous apprenions à consommer local. Alors, c'est-à-dire quoi? Non, parce que quand on vous appelle David, je veux qu'on vous appelle Kalonji, qu'on m'appelle Bissimo.
et que les peuples comprennent que nous sommes des Congolais. Merci, bien, je m'appelle David. Oui, merci. Merci. Dans la zaïrianisation. Merci beaucoup, Tatou Kalonji. Moi, je suis ravi qu'il ait dit un élément très capital. Et je suis ravi que les téléspectateurs des Congo Best TV ont suivi cela. Il dit qu'il demande au chef de l'État de prendre toutes ses responsabilités. Ça me parle. Et c'est français. Ça me parle. Et donc, ça signifie que jusque-là, nous avons un chef de l'État, comme je l'ai dit tantôt, qu'il faut 3 éléments, 3 aspects pour diriger un pays comme le nôtre. Il faut le pouvoir faire, le savoir-faire, il faut également aussi le vouloir faire. J'ai dit que le vouloir faire, il en a. Mais maintenant, quand Tatou Kalonji dit que le président Tshisekedi doit prendre toutes ses responsabilités, c'est tout ce que nous attendions depuis tout ce temps. Qui le lui a empêché? Parce que nous avons besoin qu'il les prenne. S'il a le pouvoir, eh bien qu'il exerce, qu'il cesse de se plaindre, parce qu'il y a longtemps, il se plaignait qu'il avait du mal avec la coalition FCC-Cash. Il était bloqué, il était bloqué. Mais depuis un temps, il a la majorité. Il a 380 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Sur 108 sénateurs, il a, je crois, lui-même 99 sénateurs. Vous avez le Parlement à un pourcentage considérable. Qu'est-ce qui vous empêche? J'ai aimé lorsqu'il a parlé des députés. Il a fustigé. Mais quand vous analysez très bien, de quels députés s'agit-il? Et donc, nous sommes là dans une histoire où on nous emballe et nous en souffrons parce qu'en réalité, il y a un problème de gouvernance. Et il dit, lorsqu'il a parlé de l'UDPS, bon, mais en philosophie, il y a ce qu'on dit. On dit que tout ce qu'on accepte d'un tout, on ne peut plus nier une partie de ce tout qu'on a accepté. Parce qu'il a dit, tous les partis politiques, en tout cas, n'inspirent plus confiance, c'est des vendeurs d'illusions. Ça, il a dit. Mais je constate qu'il évolue. Il évolue en tirant l'IDPS du lot. C'est un analyste indépendant. Il faut que le public retienne cela. Très indépendant même. Mais il tire l'IDPS du lot et il vous dit 3 ans durant, l'IDPS gère très très bien. Je le lui concède. Il n'y a pas longtemps, je lui avais demandé de m'appeler. Il m'a dit non, j'ai mis les unités, Ram à tout prix. Il n'y a pas longtemps avant que... Et donc, vous vous rendez compte que là, déjà, quand lui-même s'est plaint qu'un gouvernement, un pouvoir légitime, de l'union sacrée, IDPS, AFDC, Ensemble, MLC, tout ce que vous voulez, il bouffe les unités de la population et que RAM ne soit pas, n'est-ce pas, incorporé dans aucune loi. Que la loi des finances ne puisse pas, n'est-ce pas, prévoir les dépenses et les recettes ici du RAM. Et que vous récoltiez 200 millions de dollars qui ne sont pas traçables et que l'on vient nous dire ici que non, l'UDPS gère très bien. Mais arrêtez, on se moque de qui? Qu'on détourne chaque, parce qu'aucun projet, jusque-là, l'Union sacrée depuis 3 ans, aucun projet n'a été initié qui a abouti. Qui nous donne un seul. Aucun projet. Tous les projets, les fonds y afférents ont été détournés en cascade. Et donc, l'UDPS, comme il me l'a dit, eh bien, c'est un bon parti modèle, c'est ce qui nous chante ici. Mais on doit arrêter de se moquer de la population. 3 ans durant, les savons, les coques, ils vous coûtaient jadis 200 francs, aujourd'hui ça vous coûte 800 francs. 3 ans durant, mais écoutez, est-ce que l'inflation, il y a beaucoup de choses. Et donc, moi je pense qu'il est dans un autre pays. Il est dans un... Parce qu'évidemment, lorsqu'on détourne, on se les partage. Revenez sur ma question. La traîtrise au niveau de l'armée. Bien évidemment, parce qu'il y a, quand nous parlons de la refondation de l'État, il y a beaucoup de matière dedans. Parce que nous parlons des réformes des politiques publiques de l'État. Et parmi ces réformes, il y a des réformes des services de sécurité. Nous avons été infiltrés après San City. Je l'ai dit tantôt, ici vous avez les gens qui viennent avec, parce que Mouzé avait dit qu'il n'y a pas rébellion à l'Est, il y a plutôt agression étrangère. Ça signifiait en d'autres termes que, parce que la rébellion, c'est les fils maison qui se soulèvent pour revendiquer quoi que ce soit. Comme les MDVC étaient au tribunal la fois dernière pour dire que RAM soit suspendu. Heureusement, depuis septembre, on renvoyait, on a vu un parti qui tenait parce qu'il fallait défendre les intérêts de la population. C'est ce qu'aussi là on appelle la social-démocratie. Et du coup, on appelait l'affaire avait été prise en délibéré pendant qu'on attendait les jugements, les 16 mars.
Et du coup, le jugement n'est pas venu. Et voilà, le Conseil des ministres, en date du 18, a décidé, n'est-ce pas, de s'asseoir les fameux rames. Ça signifie que ni t'étais ces pressions d'un parti politique proche de la population, eh bien, lui et moi, on serait en train de souffrir avec les fameux rames. Mais déjà, les partis est dans la rue, encore une fois, pour exiger qu'on restitue l'argent volé. J'y arrive. Alors, ce qui fait que, à partir de ce moment-là, on doit partir, n'est-ce pas, de grandes réformes pour qu'on puisse extirper. J'ai aimé parce qu'il a dit aussi, on doit extirper, n'est-ce pas, les étrangers dans notre armée pour nous rassurer qu'on est capable. Mais maintenant, comment vous allez le faire lorsque vous êtes en partenariat privilégié avec ceux qui nous infiltrent? C'est ça le mal. Parce qu'il a même parlé des accords qu'il qualifie de gagnant-gagnant. Je pense que vous allez lui donner le temps de nous expliquer, parce que nous sommes à l'opposition extra-parlementaire, et il dirige, qui nous explique, parce que nous en avons besoin, quels sont les contenus de ces accords. Les gagnants-gagnants, c'est où? Il s'est avéré que le Rwanda a été capable de construire son usine de raffinerie de l'or à 5 millions de dollars. Et il s'était dégagé que nous, République démocratique du Congo, nous ne sommes pas capables de trouver 5 millions, nous, pour construire notre usine, et il fallait signer ces accords avec le Rwanda. Monsieur Kagame, voudrez-vous nous aider désormais à raffiner notre or? Ben oui. Eh bien, nous, on prend 27 millions de finances publiques, on achète le Bagsad aux députés. Et nous sommes dans quel pays là? Et donc c'est pour dire qu'à partir du moment où nous avons des gens à la tête du pays qui ne comprennent absolument rien, les autres vont piétiner sur nous et ils vont trouver que nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes très faibles et ils vont toujours piétiner sur nous à tout moment. Très bien. Et donc c'est pour dire que c'est vraiment une nécessité qu'on puisse travailler sur ces chantiers-là de manière à ce qu'on se rassure qu'on a une armée digne de soi. Parce que nous parlons du M23. Dès lors que vous êtes dans un partenariat gagnant-gagnant, et il nous a dit ici que ça évolue très bien, le M23 est basé où? Par des mécanismes conjoints, n'est-ce pas, qui vous disent que s'il y a une armée, par exemple, qui est en Ouganda, au Rwanda, eh bien, il y en a qui veulent faire mal aux frontières des autres, que le pays puisse informer à temps réel. Mais le M23, à tout moment qu'il attaque, quels sont les mécanismes qui communiquent, nous, que ces gens-là sont en train d'attaquer? Ça veut dire qu'il y a un problème là, d'abord de la fidélité dans les engagements qu'on prend. Et si vous ne devez pas réfléchir par deux fois sur les actes que pose votre partenaire, c'est déjà un problème majeur. Parce qu'à 3 ans déjà, le président Tshisekedi, je pense qu'il n'est pas venu du néant. Parce qu'il est dans la politique congolaise pendant beaucoup de temps. S'il est venu au pouvoir sans comprendre en réalité les problèmes de la géopolitique ou de la géostratégie, eh bien, nous avons un problème sérieux. Nous avons un problème sérieux à ce niveau-là. Et donc, c'est pour dire que si on n'arrive pas à trouver des réponses à ces questions-là, et donc, nous aurons toujours des problèmes et il faut passer vite à la refondation de l'État. Très bien. Le Rwanda est un partenariat privilégié avec la République démocratique du Congo. Et pendant ces temps, c'est les gouverneurs, disons les porte-paroles du gouvernement militaire du Nord qui se posent la question de savoir, qui remet même en cause la mutualisation des forces. Il s'est dit, mais jusqu'à quand on va continuer à collaborer avec des gens qui nous agressent? C'est clairement établi que le Rwanda nous a toujours agressés. Mais jusqu'à quand on va commencer à collaborer avec eux? Je reviens sur cette question, mais je réponds rapidement à mon frère qui dit que on ne comprend pas. De deux choses l'une. Je repose la question. Faudra-t-il le seul pays entre les mains de truands qui volent avec des rébellions, avec de citoyens congolais déguisés, qu'en réalité, ce sont des pillards, 10, 15, 20, 30 ans? Ou alors, parce que derrière cette rébellion, il y a aussi des lobbies internationaux, et nous nous disons d'une part qu'il faut avancer en étant à la fois diplomate. Être diplomate, c'est d'abord préserver à la sécurité, à la survie du peuple congolais, à la paix. Et ils sont en train d'entrer par le Rwanda, qui est un pays qui n'a même pas de richesses. Et curieusement, on constate que c'est tout simplement des gens qu'on utilise parce qu'on veut nous voler nos richesses. Et nous disons, au lieu que ça soit pris frauduleusement, on les tend la perche, on met un marché avec une traçabilité claire, parce que s'il faut avoir ici et maintenant une entreprise de transformation,
Ça mettra du temps. Mais rapidement, d'abord, on arrête l'hémorragie, on va dans les marchés gagnant-gagnant. Qu'est-ce que vous allez prendre en lieu de place qui puisse profiter à la patrie? Très bien. Voilà, donc c'est une question. Revenez sur Et la il va répondre communication sur cette du question-là. porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu. Il se pose la question, où il remet en cause la mutualisation des forces. Il est clairement établi que c'est les Rwandais qui nous agressent, mais lui, comme militaire, il ne comprend pas. Mais comment, au niveau de la politique, on continue toujours à entretenir un certain flou? Il faut faire attention avec quand on dit les Rwandais nous attaquent. C'est très important ça. Je crois que la part de sincérité dans le personnel militaire, quand ils agissent, ils ont droit de pouvoir poser cette question de cette manière-là. Mais c'est que certains, c'est que il n'est pas établi. Je vous dis bien que ce sont des rebelles qui vous reviennent. Et le gouvernement congolais et le rwandais soutient qu'ils ne sont pas dedans. Et qui sont-ils? Est-ce que nous avons déjà fait vraiment la purge pour se représenter la sincérité? Il y a des réunions qui se tiennent à l'Est dans des maisons de chefs coutumiers, des rebelles. Et qui sont ces chefs coutumiers-là? Sont-ils vraiment rwandais? La traîtrise, c'est très important. Autrement dit, il faut y aller avec des pincettes. Nous savons effectivement que la sincérité de la part du Rwanda, elle n'est pas vraie. Mais par conséquent, regardez comment nous agissons. On a commencé par d'abord déstabiliser en récupérant le peuple rwandais dans ces accords. D'abord, nous gagnons sur le plan diplomatique. Mais dans l'entretemps, nous ne sommes pas absents au front. Les grands de nos troupes sont là. On y a jeté assez d'énergie. Mais seulement, il faut dire une chose. Il y a des peuples congolais ou des citoyens congolais qui ne nous aident pas du tout non plus. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut dénoncer les choses. Est-ce que vous représentez quand même aujourd'hui, dans un pays qu'on a enfoncé dans l'abîme depuis 1960, et un chef de l'État qui arrive, il va au front, après la remise-reprise, il vous dit de lui-même que au lieu de 6 000, il y a... Donc, on a annoncé toujours 21 000. Ça veut dire tout simplement qu'on lui a tendu la perche comme pour dire, viens, on va bouffer. Il a dénoncé. Voilà un patriote. Donc, le chef de l'État, comme par exemple, il dit, écoutez, on est en train de voler, on nous donne de faux chiffres en matière de... C'est trop risqué. Mais il le risque parce qu'il aime bien sa patrie, parce qu'il veut réveiller les Congolais, qu'il y en ait plusieurs. Si on peut aujourd'hui en ajouter 2, 3, 4, 5 qui peuvent se mettre à dénoncer les choses de cette manière-là, laisse-moi vous le dire, le pays se mettra debout. Il n'y aura pas des agressions. L'agression est beaucoup plus l'œuvre des gens qui préfèrent gagner pour eux-mêmes et non pas pour la nation. Tout simplement. Ils viennent, ils n'aiment que le Congo, ils veulent le vendre aux autres. Voilà la vérité là où elle est. Donc aujourd'hui, si on peut beaucoup plus avoir un regard tourné vers la culture du patriotisme et accentuer la diplomatie tout en soutenant cela avec nos forces militaires au front, mais en étant sincère. Cette histoire d'avoir dénoncé. Vous imaginez? Même le président sortant n'a pas annoncé qu'il y avait au front 6 000 alors que c'était 21 000. Est-ce que vous savez combien d'argent la nation congolaise a payé? Et vous allez rabaisser la gestion de ce pays à des petits jeeps qu'on a donnés à un député. Par exemple, on peut quand même sourire, même si effectivement le pays vit la misère, mais quand par exemple, il faut que la fin de l'année arrive, vous remettez une Jeep, tout à fait normal. Vous remettez une Jeep à un député alors qu'il y a un professeur d'université à côté qui est en grève parce qu'il n'est n'est pas d'ailleurs, les choses sont très mal présentées parce que quand les gens disent par exemple qu'on a remis, mais les députés, ils ont des émoluments. Mais quand par exemple, ils acceptent que sur les émoluments, par exemple, ils peuvent rouler en Jeep et ils commandent. On n'a jamais, on enlève cet argent-là. Où est le mal dans tout ça? Un crédit, on n'a jamais dit. Non, il y a des députés qui nous ont dit clairement que c'était un cadeau du président de la République. Ça veut dire quoi? Quand par exemple, je souscris et qu'on pourra retirer sur mes émoluments et que la nation ou le chef de l'État a pu donner le moyen nécessaire pour que cela arrive à temps. Et pour les cas précis, il ne s'agit pas d'un crédit.
Mais non, écoutez, quand par exemple vous avez des gens qui préfèrent justement ne parler qu'en termes de noircir la page parce que le gouvernement a fait. Ben, ça c'est vous. Mais c'est parce Je qu'il y a prends mieux à un fait faire. d'abord. Attends, un autre fait très important aujourd'hui. Le pays était en train de sombrer. Il était vendu. À un moment donné, il y avait une question cruciale. C'est-à-dire, vous devez choisir où c'est la patrie, ou c'est gagner en des autres comme vous le faisiez avant. Et il fallait que les équilibres changent. On en appelle à la conscience patriotique aux députés. Choisissez où c'est la patrie, ou c'est les intérêts partisans. Ils ont choisi la patrie. Mais ça mérite une récompense, parce que je vous l'avais dit, le meilleur que ce qu'on fait, une récompense. Quand par exemple, on choisit pour qu'une nation soit en lieu et place d'une république bananière où on se distribuait l'argent et tout, et que ce dernier, il y a un sursaut patriotique. Mais laisse-moi vous le dire, il faut le compenser. Dans ce pays, quelque part, j'ai l'impression qu'on veut voir tout en mal. Non, le chef de l'État est en train d'œuvrer avec la conscience d'un père national. Très bien. Il veut sauver la nation, il veut que tout le monde change, et non pas qu'il y ait des gens qui sont en perdition. On va prendre le deuxième thème de l'émission, mais une dernière question à vous sur ces dossiers. Quelle est la solution aujourd'hui face à cette problématique des guerres? Est-ce qu'on doit procéder, comme Bosso l'avait dit aux députés, de quitter les groupes armés, mais de quelle manière aussi? Quelle est la meilleure recette à proposer face à cette problématique? Il n'y a que deux solutions. Il y a absence totale de la culture patriotique. Les gens ne sont pas patriotes. Les gens sont plus des aventuriers. Et c'est pourquoi je dis que les partis politiques ne sont que des vendeurs de illusions. Excepté l'UDPS. C'est en fait. Et non, écoutez, une chose était gagner le pouvoir. Maintenant, une autre est, on a le pouvoir, il faut l'exercer. Très bien. C'est ici où je me dis quelque part que il faut apprécier ces partis politiques, hein, parce que laissez-moi vous le dire, en étant au pouvoir aujourd'hui, 3 ans durant, il a osé faire quelque chose. Revenez sur ma question, la solution. Oui. La solution pour moi, je me dis, il y a deux choses. La première, il faut la culture patriotique. La deuxième, il faut renvoyer les partis politiques qu'ils aillent apprendre d'abord la culture patriotique. C'est important. Parce que les partis politiques, c'est la classe des élites. Des gens en qui on attend et qui peuvent faire mieux. Vous avez quel type de gens aujourd'hui, qu'on se dise? C'est quel genre de députés que vous avez aujourd'hui? Des gens qui vous vendent des illusions? Est-ce qu'on est aujourd'hui en mesure de dire, regardez le modèle à nos enfants? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec le député? Très bien. Quelque part, je me dis, d'abord la culture patriotique. En deuxième, il faut démontrer à tous ces petits partis politiques qui sont autour de nous que nous sommes un État fort. Autrement dit, il faut accentuer. Démontrer aux États voisins ou aux partis politiques? Oh, les partis politiques, la loi, elle est là. Il faut faire la promotion de la justice. Et c'est là, justement, que tu veux que je te donne une solution à l'interne. À l'interne, la magistrature qu'on a sortie de la poche de ceux qui étaient en train de les corrompre et qui refusent de rester là pendant qu'on a amélioré leur salaire. Ils préfèrent entrer encore dans la corruption. Il faut que l'on frappe dur. C'est important. Réhabiliter la justice à long terme et faire la culture du patriotisme. Et en fin de compte, mettre en tout cas les forces militaires pour justement faire rayonner la force de la défense de notre nation. Très bien. La solution face à la guerre, quelle méthode doit-on employer pour mettre fin à la guerre qui dure depuis des années? Il n'y en a pas deux. Ce qu'il a dit, que le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, puisse prendre toutes ses responsabilités. C'est fini. Il a dit. Il suffit que nous ayons un chef de l'État qui arrive à prendre toutes ses responsabilités. C'est fini. Parce que, écoutez, est-ce que vous savez qu'au niveau du Rwanda, je n'aime pas parler trop dessus, parce que c'est comme si on fait sa publicité inutile. Est-ce que vous savez que le citoyen rwandais se retrouve dans leur président? Et ils disent que c'est une dictature positive. Et donc, la solution, elle est unique. Je soutiens Tatou Kalonji, qui vous dit que le président de la République doit prendre toutes ses responsabilités. Et s'il me suit, je soutiens qu'il puisse faire cela. Parce que les deux,
il a dit encore une fois qu'il y a des chefs coutumiers qui se réunissent dans des maisons pour déstabiliser la République. Exactement. Ça signifie qu'ils sont connus. Ils sont connus. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Vous allez me demander, moi, petit-fils d'Adam, qui suis à l'opposition, d'aller m'occuper de tous ces gens-là? C'est l'État. C'est l'État. Et si l'État est absent, ils vont se réunir 10 jours au lendemain, ils vont vendre la République. Et donc, vous avez parlé de Mbosso tantôt. Président Mbosso, honorable. Citoyen Mbosso. Il a dit il n'y a pas longtemps qu'il y a des députés qui sont derrière tout ce qui s'est fait au niveau de l'Est, derrière les tueries. Et il a dit clairement, hein, Clairement. quitter les groupes armés. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire nous sommes en face des responsables des institutions qui connaissent en réalité ce qui nous font mal, mais qui n'agissent pas. qui n'agissent pas. Ça s'appelle complicité, ça s'appelle avec d'impuissance. Et c'est là que je le soutiens encore une fois. Si nous n'avons pas des autorités qui prennent leurs responsabilités, les petits citoyens doivent comprendre qu'ils ne sont pas dirigés. Très bien. Et là, c'est un fait. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire encore une fois? Nous devons d'abord redimensionner notre façon de gouverner. Parce que l'homme reste l'homme. À partir du moment où vous faites une très mauvaise redistribution des richesses nationales, eh bien, ça énerve. Ça énerve parce qu'il n'y a pas plus Congolais que l'autre. J'ai aimé lorsqu'il a été cette fois-ci convaincu qu'il ne s'agissait pas de crédit par rapport au balissade, mais il s'agit plutôt d'un cadeau, des récompenses à tous ces députés qui ont choisi la majorité, qui ont choisi d'accompagner le plan républicain. Ça s'appelle corruption tacite. Très bien, on va terminer l'émission. Quelques minutes nous séparent de la fin de l'émission. On prend les deuxième et dernier thèmes de l'émission. Vous gardez la parole. Le ministre de l'économie est visé par une pétition. Selon les députés signataires de cette petite pétition, le ministre ne maîtrise pas son secteur. Il n'arrive pas à matérialiser la politique du gouvernement en matière de l'économie. Aujourd'hui, il y a flambé des prix, il y a les carburants qui posent problème, il y a énormément de problèmes qui gangrènent la société. Et du coup, le ministre de l'économie ne se retrouve pas à sa place, selon les députés. Qu'est-ce que vous en dites? Le pauvre Kalumba, il s'appelle Jean-Marie Kalumba. Jean-Marie Kalumba, le pauvre. Mais sinon, si on peut attaquer tous les ministres, tout le monde va partir. Parce que finalement, parce que c'était le seul sur lequel on pouvait compter. C'était le seul qui faisait encore, n'est-ce pas, la publicité des amis ici. C'était le seul. Mais du coup, on nous prouve que lui aussi, c'est zéro. Maintenant, c'est qui? Et donc, je comprends que le chef de l'État avait raison. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il était devant les deux chambres réunies en congrès. Il a dit que tout échoue, rien ne marche parce qu'il y a un problème de pilotage et de coordination. Il a bien dit. Eh bien, quand il s'agit de pilotage, nous comprenons de qui il s'agit. Parce que nous avons un vol d'avion, il y a un pilote qui est là. Et donc, nous sommes jusque-là, une république, n'est-ce pas, qui entre dans un vol sans pilote. Lorsqu'on parle de coordination, vous voyez le gouvernement. Et donc, on n'a pas de premier ministre. Et en général, vous n'avez pas du gouvernement. Et ce n'est pas de leur faute. Parce que les poissons, les chinchards pourris par la tête. Il faut qu'on retienne ça comme ça. Parce qu'en management, on nous dit quoi? Un chef ne fait pas, mais il fait faire. Et lorsque vous n'avez personne pour faire faire, eh bien, en réalité, tout le monde se comporte comme il veut. Parce qu'il s'agit d'un problème de vision. Vous posez la question aux amis ici, quelle est la vision du chef de l'État? Ils vous disent, non, c'est l'union sacrée. L'union sacrée, c'est quoi? C'est la vision du chef de l'État. La vision du chef d'État, c'est quoi? C'est l'union sacrée. Lorsqu'ils sont fatigués, ils boivent. Non, 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 nous sommes trompés, c'est le peuple d'abord. Ben oui, mais comment le peuple d'abord, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils ont du mal à comprendre et même la vision. Et tout ça, c'est un problème majeur. Bien, est-ce que Kalumba doit tomber ou il ne doit pas tomber? D'abord, j'ai compris qu'il s'agit là de certains députés de l'union sacrée eux-mêmes qui sont derrière cela. Et donc, c'est vraiment une machine de l'union sacrée. Ou même, si vous voulez qu'on dise, d'ailleurs, il y en a qui disent de l'union souillée de la nation, des gens qui, en réalité, n'ont pas de vision et ils n'ont pas la même conception de ce qu'ils vont faire. Parce que le patron n'a pas ici. Est-ce qu'ils ont un programme commun? Je ne sais pas, il va nous le dire. Est-ce qu'ils ont une vision commune? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont en réalité une coordination dans l'union? Je ne sais pas. Et donc, vous êtes en face des gens qui nous gouvernent, mais qui, en réalité, eux-mêmes ne se font pas confiance. Je vais vous dire qu'il n'y a pas longtemps, Tshisekedi
président de la République, a choisi lui-même de faire sa diplomatie. Lui-même. Pour quelle raison? Parce qu'au niveau des affaires étrangères, il y avait un ministre d'ensemble de Moïse Katumbi. Et qu'à un moment donné, on sentait que Moïse Katumbi avait tendance à ne pas être d'accord avec la gestion de l'Union sacrée. Eh bien, on a dit non, c'est dangereux de pouvoir donner confiance à ces ministres. Eh bien, qu'il reste là, nous allons nous-mêmes faire la diplomatie. Et malheureusement, c'est lui qui voulait la faire, il le fait très mal parce que c'est un secteur qu'il ne maîtrise pas. Et donc là, nous sommes en face de est-ce que Kalumba doit tomber? Je me dis oui. Parce qu'il y a un problème. Nous sommes en septembre. Nous signons un accord avec Namibie. Et cet accord disait quoi? Qu'on devrait pêcher les poissons dans les eaux de Namibie. 6 millions de dollars. Entre-temps, nous avons les lacs les plus poissonneux du monde. Pas d'Afrique, s'il vous plaît. Du monde. Et là, l'idée était qu'on pêche ces poissons pour arriver, n'est-ce pas, à tromper l'œil de la population pendant les grandes fêtes de la fin d'année ici, les grandes festivités. Mais du coup, quand nous signons l'accord, nous partons. Namibie, il reste en train de nous attendre que nous venons pêcher. Et nous, au Congo, nous restons en train d'attendre que Namibie nous amène les poissons. Nous sommes en novembre. Namibie nous écrit. Il vous dit, mais vous faites quoi? Vous ne pêchez pas. D'ici là, ça va expirer. Pourquoi vous ne venez pas? Ah non, mais nous pensions que vous alliez pêcher. Mais non, mais nous n'avons pas de matériel pour pêcher. On a juste mis nos eaux à votre disposition. Vous vous rendez compte? Et donc, vous signez un accord, mais vous ne comprenez pas les clauses. C'est très bien. Mais nous sommes dans quel pays? On va terminer l'émission. Et du coup, on va dire que non, désormais, voilà, Namibie nous a écrit pour dire venez pêcher. Oui, parce qu'en réalité, Namibie a compris, mais qu'est-ce que je fais de ces pauvres? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, par pitié au peuple congolais, prolongé les quotas encore je prolonge encore une fois. Venez pêcher cette fois-ci. Je me pose des questions. Est-ce qu'ils ont les outils nécessaires? Très bien. C'est à suivre. On termine l'émission avec vous. Je vous pose 2 questions. Est-ce que le départ de Jean-Marie Kalumba va-t-elle régler les problèmes de l'économie de notre pays? Ça, c'est la première. La deuxième question, est-ce que Jean-Marie Kalumba ne maîtrise-t-il pas réellement son secteur comme les députés l'estiment, ou c'est la politique économique du pays qui n'est pas clairement définie? Ramassez les 2 questions. Merci pour la question, mais je crois que le tout repose sur une réalité d'abord. Le mal congolais, il est profond. Et s'il faut aujourd'hui réussir à remettre le pays sur le rail, il faut de l'exorcisme. Il faut exorciser la nation congolaise. Et on a commencé l'action, mais il faut la porter. Je prends un cas par exemple. Jésus avait dit ceci. À certains esprits, il faut de jeûnes et des prières. Le peuple congolais, au stade où il est arrivé, dans la reconstruction de l'homme lui-même, et puis en plus dans le travail lui-même, il faut l'exorcisme. À ta question de savoir, faudra-t-il qu'il parte? Si le mal est profond, il est profond depuis 1960. Vous n'allez pas le réaliser dans 2 ans, qu'on se le dise. Mais je suis très content quand, par exemple, lui est en train de parler de poisson Saint-Charles. D'une part, ce sont des actions en profondeur pour réhabiliter la nation congolaise, mais de l'autre, c'est que nous sommes en train de vivre du jour au lendemain. On était habitués chaque année à passer les festivités de fin d'année sans qu'il n'y ait plus rien. On nous a habitués par le régime parti comme ça. On se dit non, il faut couper avec ça. On a affaire pas à des sacs de farine, mais à des individus. Très bien. Il fallait faire en tout cas des actions ponctuelles et que les gens pouvaient manger. Laisse-moi vous dire, c'est que moi, est-ce qu'ils ont mangé? Avec la mangé? Attendez, j'en arrive là. C'est que moi, j'ai le plus aimé ce quoi. C'est que non seulement on a fait la commande, il n'est pas question qu'on nous dise que l'argent a été dilapidé. On a fait la commande auprès d'un pays ami. Et après un temps, on a posé la question pour savoir pourquoi ce n'est pas en train de venir. Il semble dire que non, ils attendaient. Non, écoutez, ça c'est eux qui le disent. Ou c'est lui qui le dit. Moi, je me rappelle, et je suis d'ailleurs dans le milieu où je suis allé chercher un peu d'informations, les gouvernements namibiens s'est excusé comme pour dire qu'ils avaient de petits problèmes, mais d'ici à la fin de l'année, tous les lots sera donné. Autrement dit, aujourd'hui, répondez à ma deuxième question. Faudra-t-il dire qu'il faut qu'ils partent pour ces problèmes-là? Moi, je me dis quelque part,
moins que vous soyez animé d'une mauvaise foi si, par exemple, on n'a pas justifié les choses. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, on a réussi à faire de petits entrepreneurs dans presque chaque domaine? Parce que c'est aussi une des préoccupations de la part du gouvernement. Ce qu'en fait, c'est qu'aujourd'hui, nous avions connu des problèmes en amont. Et ce qui est vrai, c'est qu'on est en train de se battre pour que cela apparaisse. Est-ce que c'est la politique économique du pays qui n'est pas clairement définie ou c'est les ministres qui n'arrivent pas à maîtriser son secteur selon les députés? Est-ce que ce n'est pas le temps? La loi sur les petits commerces qui pose problème. Est-ce que vous connaissez l'étendue de ce pays? Est-ce que vous connaissez le nombre? Mais lui qui a accepté de devenir ministre, il ne savait pas l'étendue de ce pays. Non, l'action qu'il fait, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous le représenter? Quelle est la part de chacun d'entre nous? Ça ne peut qu'apparaître comme étant une goutte d'eau dans une... Parce qu'il n'a que 2 ans ou une année. Faudra-t-il l'évaluer au point de dire il faut qu'il parte? À moins que vous soyez animé d'une mauvaise volonté à dire qu'il faut partir. Mais est-ce que réellement rien ne fait? Pour l'histoire de son chat, je vais vous expliquer. L'histoire de Ram, parlons-en. Très bien, on a compris. Je voulais en finir là, sur le problème de Ram. Écoutez, allons même d'ailleurs dans certaines réalités. Les réalités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Hier, nous étions en train de prendre un papier comme celui-ci, on fait une lettre, on met dans une enveloppe, on met la timbre et puis on expédie. Aujourd'hui, la technologie a tellement évolué. Il y a des satellites et tout ça là. La poste n'est plus une affaire où tu sors, tu vas quelque part, c'est plutôt, tu as le téléphone, tu l'as dans la poche et tu communiques. Et ça, on n'a pas prévu le mettre dans le texte. Mais le gouvernement sortant avait déjà laissé ces projets pour commencer à prendre quelque chose. Aujourd'hui, s'il faut combattre ce qu'on appelle la pauvreté, il faut absolument compter avec la communication au niveau international. On ne peut pas aujourd'hui se taper le luxe de se dire que nous voulons nous inscrire du côté, par exemple, de la liste de pays voyous. On a accepté justement d'aller dans ce concert. Il y a un prix à payer. Donc, autrement dit, aujourd'hui, sur le plan démocratique, même si effectivement on a pris cet argent-là, mais il n'appartient pas plutôt à un ministre ou bien au chef de l'État d'agir d'une façon unilatérale par rapport aux règles démocratiques. Le Parlement, il est là. Et c'est comme ça qu'on a pris la décision pour dire que non, il faut nécessairement qu'on suspende. Et puis, il faut qu'il y ait des lois. Il faut que le Parlement parle. Ils font quoi là-bas? David Kalonji, merci. Ne faites pas du chef de l'État un dictateur. C'est pas bon ça. Merci de votre passage. Je rappelle que vous êtes analyste politique très indépendant. C'est à vous de me dire si moi j'ai été pour le chef de l'État ou non. Hein, parce que finalement, les gens croient que... Très bien. Monsieur Augustin Bissimois, on a terminé l'émission, mais en 30 secondes, je vous donne quand même l'occasion de regarder cette caméra. Adressez-vous au public et on va se séparer. Bien, vous savez, le problème pour moi dans ce pays, ce n'est pas une politique économique mal définie. C'est tout simplement de l'indiscipline budgétaire. Kalumba Jean-Marie a la volonté de bien faire. Mais il n'a pas d'argent pour travailler parce que c'est détourné en cascade. Oui, c'est détourné en cascade. Parce qu'il y a un problème de pilotage et de coordination. Qu'est-ce que Kalumba va faire par rapport à ça? Très bien. Et donc, je voudrais dire à la population congolaise de travailler dur pour 2023 pour que nous puissions mettre de côté ces aventuriers qui ne comprennent pas en réalité comment arriver à changer les choses. Augustin Bissimois, merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du parti politique Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Merci. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi cette émission. Vous avez été très nombreux, nous vous disons grand merci. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter ces magazines axés sur les débats. Je vous retrouve demain mercredi, même heure, avec les mêmes plaisirs, mais avec d'autres invités. Au revoir.